Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1 de 1 où on vous dit qu'on considère le circuit de la figure 20 qui est juste au-dessus, qui est donc un circuit qui contient deux résistances et une bobine. On vous dit que toutes les intensités sont nulles avant la fermeture de l'interrupteur et on vous demande en fait, dans une première question, de trouver la valeur des diverses intensités. Alors, on va tout d'abord paramétrer ce circuit en supposant déjà que l'interrupteur est fermé. On va appeler cette intensité-là I, on va appeler celle-là I R par exemple, et celle-là on va l'appeler I grand L. Et pareil, on va mettre des tensions dans cette histoire, donc on va appeler cette tension-là, qui est la tension commune à la résistance et la bobine. En convention récepteur, je vais l'appeler U, tout court, comme ça. Et l'autre tension, c'est là par exemple, voilà, je peux avoir cette place, je vais la mettre ici, voilà, celle-là, je vais l'appeler U grand R. Voilà, donc j'ai toutes mes intensités paramétrées, toutes mes tensions. Et donc comme d'habitude dans ce genre d'exercice, je vais commencer à appliquer les lois de Kirchhoff, la loi des mailles, la loi des nœuds, et écrire toutes les caractéristiques de mes dipôles pour avoir en fait ma boîte à outils avec laquelle je vais travailler. Alors j'ai commencé par la loi des mailles. Alors, en fait, ici il y a deux mailles indépendantes, mais il y en a une qu'on a déjà faite, qui est tout ce qu'on a fait en disant que la tension au bord de la bobine, c'est la même que la tension au bord de la résistance. C'est important de comprendre que le fait de faire ça, c'est déjà faire une loi des mailles. Tout simplement parce que lorsqu'on utilisera les diverses équations, il y a de fortes chances pour qu'on ait besoin d'utiliser deux fois la loi des mailles qu'on aurait écrite si jamais on l'avait appelée UL et U' R ou autre chose. Donc, je vais utiliser la loi des mailles une seule fois, qui dit la chose suivante: U plus UR est égal à grand E. J'ai la loi des mailles en lisant la maille dans ce sens-là. Ensuite, je vais utiliser la loi des nœuds ici, là, sur ce nœud-là, en disant que la somme des intensités entrantes, c'est-à-dire I, est égale à la somme des intensités sortantes, soit IR plus IL. Voilà. Et ensuite, je vais écrire les caractéristiques de mes trois dipôles. Donc, j'ai U grand R qui est égal à RI. J'ai U qui est égal à grand R IR. Alors, donc, il faut beaucoup se méfier dans ce genre de paramétrage, hein. Les deux résistances ont la même valeur, mais ce ne sont pas les mêmes résistances, donc elles ne sont a priori pas soumises à la même tension et pas parcourues par la même intensité. Faire très très attention à ce genre de choses. Et la dernière équation, c'est que U est égal à L d de IL sur dt, qui est la caractéristique de la bobine. Voilà, ceci conclut notre boîte à outils. On a l'intégralité des choses ici. À partir de maintenant, on n'a en fait plus besoin du circuit, même si ça peut être intéressant de le garder sous les yeux. Mais en fait, on en a a priori plus besoin. On n'a qu'à utiliser toutes ces choses-là. Alors, une dernière chose à écrire avant de continuer, c'est les relations de continuité que je vais écrire en bleu. Alors en fait, il s'avère que toutes les grandeurs a priori vont subir une discontinuité lorsque l'interrupteur va être fermé, sauf de l'intensité qui traverse les bobines et la tension au bord des condensateurs. Ici, il n'y a pas de condensateur, seule une bobine. Et donc, ce qu'on sait, c'est que IL en 0, qui est IL de 0 plus, en fait, c'est égal à IL de 0 moins par continuité de cette grandeur avec le temps. Et donc, ça vaut 0, puisqu'on vous dit que toutes les intensités sont nulles avant la fermeture de l'interrupteur. Je me souviens plus bien. Voilà, donc là on a notre boîte à outils. Voilà, je vais la mettre dans une petite boîte. Voilà, comme ça. Hop. On va mettre ça comme ça. Voilà, ça c'est notre boîte à outils. Et on n'aura besoin que de ça dans toute la suite. Alors maintenant on va pouvoir répondre à la première question, mais en fait c'est essentiel de faire ce travail avant même de commencer l'exercice. Eh bien, on vous demande les valeurs des diverses intensités en T égale 0, donc il nous faut IL de 0, mais ça on la connaît. Voilà, donc je vais déjà l'écrire, hein, ça ne mange pas de pain. Voilà. Donc on sait que IL de 0, c'est égal à 0. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va essayer de déterminer les autres. Alors, c'est pas très compliqué en fait. Enfin, c'est pas si immédiat que ça, mais on va y arriver. Donc, ce qu'on constate en fait, c'est donc que I de 0 va être égal à IR de 0. Tout simplement parce que l'intensité ici étant nulle, en fait, la loi des nœuds vous dit que I de 0 est égal à IR de 0. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donc écrire la chose suivante. Donc, eh bien, en fait, UR de 0, et bien c'est aussi égal à U de 0, à cause des deux lois d'Ohm ici, comme IR est égal à I, et ça c'est égal donc à R I de 0, hein, ça ne change pas, mais on a rien d'autre. Et comme en fait ces deux tensions sont égales, et bien en fait je vais utiliser la loi des mailles, donc en fait U de 0 fois 2 est égal
à grand E. C'est la loi des mailles ici qui me dit ça, puisque ces deux termes-là sont égaux. Et donc ça me permet d'écrire que, eh bien en fait, je vais pouvoir conclure directement. En fait, je vais écrire d'abord que U de 0, c'est donc égal à E sur 2. Et maintenant qu'on a les tensions, eh ben, c'est pas très compliqué. Je vais pouvoir donc écrire mes trois intensités. Ça signifie donc que I de 0 est égal à IR de 0. C'est un vrai égal, hein, c'est pas à peu près égal. Et donc c'est égal à E sur 2R. Donc voilà mes conditions initiales, hein, c'est ces trois trucs-là. Et ça répond donc à la première question. Donc, je vais mettre pour des questions de place ces résultats là-bas. Hein, je vais les déplacer un peu. Hop, je vais faire ça. Comme ça, je vais faire écrire ça tout là-bas. Hop, hop, hop. Je crois que mon E a perdu un bout dans la bataille. Mais ce n'est pas grave, je vais le remettre comme ça. Donc ça, c'est la réponse à la première question. On est parti, j'efface tout ça et on continue avec la deuxième question. Alors pour la deuxième question, c'est pas la bonne couleur. Hop là, pour la deuxième question, on vous demande de dessiner un circuit équivalent pour trouver les valeurs de toutes les intensités et tensions quand t tend vers plus l'infini. Et on vous demande que valent alors les dérivées de ces grandeurs. Alors en fait, je vais répondre à la question dans l'autre sens. Il s'avère que le théorème qu'on va utiliser, c'est la chose suivante. Donc il faut deux conditions. Un circuit dissipatif. Donc un circuit dissipatif, hein, pour rappel, c'est un circuit qui contient au moins une résistance. Un circuit dissipatif et un gêné de courant continu. Alors, quand on a ça, ça signifie que quand t tend vers plus l'infini, on va se comporter exactement comme le régime qui est imposé par le générateur, en l'occurrence comme un régime continu. Autrement dit, toutes les grandeurs, sans aucune forme d'exception, les intensités et les tensions, vont être des constantes en fonction du temps. Ça signifie donc que les dérivées sont toutes nulles. Ça, c'est la base. Donc les dérivées sont toutes nulles. Ça, c'est vraiment le truc de base à comprendre. Toutes les grandeurs vont tendre vers des constantes et donc toutes leurs dérivées vont tendre vers 0. Alors à partir de ce moment-là, l'énoncé vous demande explicitement de dessiner un circuit équivalent, donc c'est ce qu'on va faire. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de le faire. Donc je vais dessiner un circuit équivalent. Il s'avère que en continu, les bobines se comportent comme des fils, c'est-à-dire exactement comme elles sont construites. Donc mon circuit électrique être, va être équivalent à la représentation suivante, c'est-à-dire que ma bobine ici va se transformer en fil. On va avoir ici IL de l'infini, on va avoir ici IR de l'infini, ici I de l'infini, etc., etc. Alors ce qu'on constate en fait, c'est relativement simple, c'est qu'on voit donc immédiatement, et là je vais pouvoir écrire les réponses au fur et à mesure parce que ça va se passer relativement bien. Donc ce qu'on constate ici, c'est que la tension là devient égale à 0, et donc en fait, donc ça c'était la réponse à la première question. Pour la deuxième question, je vais écrire directement les choses. En fait, ce que je constate, c'est que U de l'infini est forcément égal à 0, puisqu'en fait c'est la tension aux bornes d'un fil. La loi des mailles ici me raconte alors immédiatement que UR de l'infini, c'est égal à grand E. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien on va utiliser les deux lois d'Ohm pour trouver tout le reste. On se rend compte donc que I de l'infini, c'est égal à E sur grand R, que IR de l'infini, ça va être égal à 0, d'après la loi d'Ohm ici, et donc IL de l'infini va être égal à E sur grand R, d'après la loi des nœuds, ici, et la nullité de IR en infini. Donc voilà les grandeurs en infini. On voit donc celles qui tendent vers une constante non nulle et celles qui tendent vers une constante nulle cette fois. Et donc bien entendu la dérivée des grandeurs, on a déjà répondu, ça vaut 0. On est parti. On vous dit ensuite que les deux tensions du circuit hors générateur, donc UR et U, sont représentées sur la figure 21. Alors la figure 21, je vais aller la chercher. Donc la voilà. Alors, on a donc deux courbes, et ça, c'est les deux tensions. Donc en fait, ça, c'est un exercice, c'est classique, on vous donne deux courbes, mais on ne sait pas quelle est laquelle est laquelle. Alors ça, c'est pas extrêmement compliqué, en fait, il suffit tout simplement de regarder où est-ce que ces deux courbes vont. On voit que celle-là, elle tend vers 0, et on voit que celle-là, elle tend vers une limite finie.
Et donc, on va regarder nos résultats ici en l'infini. On se rend compte que parmi les tensions, il y en a deux, hein, c'est ces deux-là. Et bien, en fait, il y en a une des deux qui tend bien vers 0, qui est U. Donc, en fait, ça va être U. Et une autre tension qui tend vers E. Et donc, ça va être U grand R. Donc, ça tend vers E. Donc, ça va nous permettre de répondre rapidement au début des questions. Enfin, je ne vais pas les faire dans l'ordre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être relativement immédiat. C'est sur la question 3, en fait, on se rend compte que E, on se rend compte donc que E doit être égal à peu près à 3 volts, puisque en fait c'est ce qu'on a ici. Donc visiblement E vaut 3 volts, qui est la limite de UR quand t tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est déjà une première étape. On va regarder ensuite la deuxième étape, c'est la détermination expérimentale de taux. Donc ça, c'est pas extrêmement compliqué. En fait, on peut prendre soit la courbe décroissante, soit la courbe croissante. Ça revient au même. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On va essayer de faire Je vais faire d'abord la méthode classique et après la méthode, enfin la méthode de la tangente et après la méthode normale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tracer l'asymptote ici. Alors, c'est pas une flèche. Voilà, je vais faire ça. Hop là, je vais tracer l'asymptote ici en 0. C'est celle-là. Alors je prends celle en 0 pour une raison très simple, c'est que je suis sûr que ça passe bien par 0. Ça se trouve, en fait, il y avait une erreur de lecture et je ne sais pas, ça se trouve c'est 2,9 ou 3,1, on n'est pas très sûr. Par contre, 0, on en est sûr, on sait qu'il y en a une des deux qui tend vers 0 quand est en vers plus l'infini. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais tout simplement tracer la tangente en ce point-là. Voilà. Et alors, vous voyez, on voit les problèmes de cette méthode, hein, c'est que la tangente c'est là, c'est là, c'est là, c'est pas très clair. Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, en gros, ça serait à peu près un peu plus d'une centaine de nanosecondes, peut-être 110, 120. C'est pas forcément très très clair, donc en tout cas, on a un ordre de grandeur ici, mais c'est pas quelque chose de très très précis. Une autre façon de faire, c'est relativement simple, c'est de se dire, finalement, on se rend compte que la tension orange parcourt 1,5 volts entre sa valeur initiale et sa valeur asymptotique. Et donc, on va regarder tout simplement ce que vaut 1,5 volts exponentielle moins 2, c'est-à-dire 86% de 1,5 volts. Alors, l'exercice est taillé sans calculatrice, donc je triche un peu là. Mais bon, je triche un peu tout simplement parce que la méthode de la tangente suffit, mais c'est juste pour vous montrer un peu la méthode. Sinon, on peut tout simplement faire 1,5 fois 0,86, enfin 0,14, ça marche très très bien. Alors si on fait ça, on trouve en fait que l'asymptote, enfin cette valeur-là correspond à 0,2 volts, donc à quelque chose qui va se situer, je le refais, à quelque chose qui va se situer à peu près par là. Peut-être, je vais finir par arriver à faire un trait horizontal. Voilà. Et donc, ça c'est 0,2, ça va être à peu près par là. Voilà, quelque chose peut-être un peu en dessous. Ouais, non, ça doit être à peu près ça. 0,2, c'est à peu près par là. Et donc, l'intersection entre cette courbe enfin, cette espèce de droite horizontale et la courbe vous donne en fait deux taux. Donc ici, en fait, on a deux taux. Donc on se rend compte qu'en fait, on est à peu près à 280, donc on a un taux qui vaudrait à peu près 140 millisecondes. Voilà, taux vaut à peu près 140 nanosecondes, pardon, je ne sais pas lire, 140 nanosecondes. Donc vous voyez qu'avec la méthode de la tangente, maintenant une fois qu'on le sait, on peut éventuellement faire la tangente ici et se dire ah mais oui c'est bien sûr, on voit bien 140 nanosecondes, mais on était plus là tout à l'heure. Donc c'est pas forcément, la méthode de la tangente a quand même une zone d'incertitude assez élevée, mais en tout cas 140 nanosecondes ça a l'air relativement cohérent avec la méthode de la tangente. Donc je vais garder cette valeur de taux égale à peu près 140 nanosecondes. Alors, pour la fin, on vous demande une valeur de L si on connaît la valeur de R. Et alors là, en fait, cette dernière demande, cette dernière question a l'air simple, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Ici, ce n'est pas un circuit LR série, donc on n'a aucune idée, a priori, de la relation entre L, R et taux. Et donc, en fait, cette dernière question est probablement la question la plus longue de cet exercice, puisqu'il va falloir trouver, en fait, l'équation différentielle pour trouver la relation entre L, R et taux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer toute cette partie-là euh, pour me donner un peu de place.
et je vais essayer de trouver l'équation différentielle de ce circuit. Alors, il me faut l'équation différentielle dans n'importe quelle des grandeurs, que ce soit U, UR, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir UR, et parce que je sais que UR tend vers E quand t tend vers plus l'infini, donc je vais partir dans la loi des mailles, ça me semble pas mal, et puis après je vais voir un peu ce que ça me donne. Donc, on est parti, on va quand même une petite phrase, voilà. On a donc tout simplement le fait que U plus UR est égal à grand E. Alors moi, ce que j'aime bien faire au fur et à mesure dans ce genre d'exercice, c'est cocher au fur et à mesure les relations que j'ai utilisées, sachant que la loi des mailles, je devrais probablement l'utiliser une deuxième fois, puisque, encore une fois, ici, je ne l'ai pas écrite, enfin, il y a une loi des mailles qui est masquée dans le fait que j'appelle U simultanément la tension borne de grand R et la tension borne de L. Alors, donc j'ai utilisé ça une fois, donc ensuite, UR, bah, c'est ce que je veux, donc ça tombe bien, et U, par contre, je vais le remplacer par, alors j'ai le choix, soit je le remplace par RIR, soit je le remplace par L déduit L sur dt. Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que si je le remplace par RIR, IR, j'aurais le remplacé par I et IL, et je ne saurais pas remplacer ça. Donc en fait, je vais remplacer U directement par L d de IL sur dt. Plus UR, celui-là je le laisse, est égal à grand E. Ensuite, IL, donc là j'ai utilisé cette relation-là. Donc ensuite, IL, je vais le remplacer par I moins IR, d'accord? Donc je vais utiliser ça. Et donc je vais avoir L, donc je vais avoir tout simplement D de I sur dt, moins L D de I R sur dt, plus U grand R est égal à E. Alors ici, il me reste plus que ces deux-là à utiliser, bah, ça tombe bien. Je vais donc utiliser celle-là pour remplacer I par UR sur R et celle-là pour remplacer IR par U sur R. Donc, je vais remonter ici, je vais avoir donc L sur grand R, D de UR sur dt, donc ça c'est bien parce que c'est un terme que j'aime bien, moins L sur grand R. Et ce dont je me rends compte, c'est que j'ai un du sur dt ici qui ressort, plus UR est égal à grand E. Et en fait, U, comme j'avais prévu au départ, je vais devoir réutiliser une deuxième fois celle dont je suis parti ici, en disant que U c'est tout simplement UR, pardon, U c'est E moins UR, et donc du sur dt c'est tout simplement l'opposé de la dérivée de UR par rapport au temps. Et donc en fait, je vais avoir un truc qui va ressembler à ça. 2L sur R, d de UR sur dt, plus UR est égal à grand E. Donc ça, c'est l'équation différentielle en UR du circuit. Et donc en fait, ça va me permettre de trouver une valeur de taux. Alors pour trouver une valeur de taux, c'est pas très compliqué. Il faut que je reprenne cette équation différentielle, mais en divisant par ce terme-là. Je vais me donner un tout petit peu de place au début. Je suis un peu contraint là, dans cet exercice, il y a un peu beaucoup de choses, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Voilà, hop. Et donc en fait, je vais tout simplement écrire que d de UR sur dt plus R sur 2L, facteur de U grand R, est égal à R grand E sur 2L. Et donc on va pouvoir lire directement dans cette équation différentielle ça, parce que ça en fait c'est un sur taux. Et donc en fait, on en déduit la chose suivante. Donc en fait, taux, c'est égal à 2L sur grand R, c'est homogène, hein, on rappelle que L sur R est un temps. Et donc, alors l'énoncé vous demande L, donc L c'est égal à R taux sur 2. Et, bien, il suffit simplement de faire les choses. Donc taux c'est 140 nanosecondes. R, alors je ne sais pas trop, on va le faire. Hein. Donc en gros, ça fait 5 10 puissance 3 divisé par 2 multiplié par 140 10 puissance moins 9. Et ça va être des Henry. Et donc ça va être égal, alors je vais quand même faire un petit peu de ménage avant de continuer, parce que sinon je vais tout me mélanger les pieds. Voilà, hop. Il me reste des bouts ici. Donc on va pouvoir faire ça de tête. L égale, alors on est parti. 5 fois 140, ça fait 700. Puisque c'est rien divisé par 2. Et donc divisé par 2, ça fait 350. Que multiplie 10 puissance moins 6 Henry, c'est-à-dire 350 micro-Henry
pour la valeur de L si je ne me suis pas, trompé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bon. Et voilà, donc on trouve L égale 350 micro-henri, ce qui est une valeur de L relativement typique, hein, 0,35 millihenri. C'est ça l'idée, et donc c'est la réponse à la dernière question de cet exercice. Donc il y a un exercice assez complet sur l'ensemble du régime transitoire, à bien comprendre. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.